Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu, que je n'ai pas répondu à vos messages. Je vous remercie pour tous les messages. Je vais y répondre. Je vais prendre le temps d'y répondre. Je reprends la lecture d'Anna Karénine de Tolstoï. Nous en étions à la 5e partie, au chapitre 7. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci encore. Chapitre 7. Depuis 3 mois, Anna et Vronsky voyageaient ensemble. Ils avaient visité Venise, Rome et Naples et venaient d'arriver dans une petite ville d'Italie où ils comptaient séjourner un certain temps. Un imposant maître d'hôtel, aux cheveux bien pommadés et séparés par une raie qui partait du cou, en habit noir, large plastron de batiste et breloques se balançant sur un ventre rond de lait, répondait de haut et les mains dans les poches aux questions que lui adressait un monsieur. Des pas sur le perron l'ayant fait se retourner, il se trouva en face du comte russe qui occupait le plus bel appartement de l'hôtel. Retirant aussitôt ses mains de ses poches, il prévint le comte, après un salut respectueux, que le régisseur du palazzo, pour lequel on était en négociation, consentait à signer le bail. « Très bien, dit Vronsky. Madame est-elle à la maison ?»« Madame vient de rentrer. » Vronsky ôta son chapeau mou à large bord, essuya son front en sueur et ses cheveux rejetés en arrière pour dissimuler sa calvitie, puis voulut passer outre, tout en jetant un regard rapide sur le monsieur qui paraissait l'observer. « Monsieur est russe et vous a demandé, » dit le maître d'hôtel. Fâché de ne pouvoir se soustraire aux rencontres, mais heureux quand même de trouver une distraction quelconque, Vronsky se retourna et son regard rencontra celui de l'étranger. Aussitôt leurs yeux à tous deux s'illuminèrent. « Golenishtchev, Vronsky !» C'était effectivement Golenishtchev, un camarade de Vronsky au corps des pages. Il y appartenait au clan libéral et en était sorti avec un grade civil sans aucune intention de prendre du service. Depuis leur sortie de l'école, ils ne s'étaient revus qu'une seule fois. Lors de cette unique rencontre, Vronsky avait cru comprendre que Golenishtchev, entiché de ses opinions libérales, méprisait la carrière militaire. Il l'avait donc traité avec cette froideur hautaine par laquelle il entendait signifier à certaines personnes « Peu me chaud que vous approuviez ou non ma façon de vivre. Néanmoins, si vous désirez maintenir des relations avec moi, j'exige que vous me marquiez des égards. » Ce ton avait d'ailleurs laissé Golenishtchev indifférent. Mais depuis lors, aucun des deux anciens camarades n'avait éprouvé le désir de revoir l'autre. Et cependant, ce fut avec un cri de joie qu'ils se reconnurent. Vronsky ne se douta sans doute point que cette allégresse inattendue avait pour cause le profond ennui qui le rongeait. Oubliant le passé, il tendit la main à Golenishtchev dont les traits, jusqu'alors un peu inquiets, se détendirent. « Enchanté de te revoir, » dit Vronsky avec un sourire amical qui découvrit ses belles dents. « J'ai entendu prononcer le nom de Vronsky, mais je n'étais pas sûr que ce fût toi. Très, très heureux. Mais entre donc, que fais-tu ici ? » « J'y suis depuis plus d'1 an, je travaille. »« Vraiment ?» dit Vronsky avec intérêt. « Entrons donc. » Et désireux de ne pas être compris du maître d'hôtel, il dit par vieille habitude en français, alors qu'ici le russe eût été de mise, « Tu connais Madame Karénine, nous voyageons ensemble, j'allais chez elle. » Tout en parlant, il scrutait la physionomie de Golenishtchev, bien que celui-ci fût au courant. « Ah, je ne savais pas, » répondit-il en jouant l'indifférence. « Y a-t-il longtemps que tu es ici ?»« Depuis 3 jours, dit Vronsky, qui ne le quittait pas des yeux. C'est un homme bien élevé qui voit les choses sous leur véritable jour. On peut le présenter à Anna, décida-t-il en appréciant comme elle devait l'être la façon dont Golenishtchev venait de détourner la conversation. Depuis 3 mois qu'il voyageait en compagnie d'Anna, Vronsky avait éprouvé à chaque rencontre nouvelle le même sentiment d'hésitation. En général, les hommes avaient compris la situation comme elle devait l'être. Il eût été, tout comme eux, bien embarrassé de dire ce qu'il entendait par là. Au fond, ces personnes ne cherchaient pas à comprendre et se contentaient d'observer cette réserve discrète, exempte d'allusions et de questions, sur laquelle se tiennent les gens bien élevés lorsqu'ils se trouvent en face d'une question délicate et compliquée. Golenishtchev était certainement de cela, et lorsqu'il l'eut présenté à Anna, Vronsky fut doublement satisfait de l'avoir rencontrée, son attitude étant, sans qu'il lui en coûtât le moindre effort, aussi correcte qu'on pouvait le désirer.
Golenishtchev ne connaissait pas Anna, dont la beauté et la simplicité le frappèrent. Elle rougit en voyant entrer les deux hommes, et cette rougeur plut infiniment au nouveau venu. Il fut surtout charmé de la façon naturelle dont elle acceptait sa situation. En effet, comme si elle eût voulu épargner tout malentendu à cet étranger, elle appela Vronsky par son petit nom et déclara dès l'abord qu'ils allaient s'installer dans une maison décorée du nom de Palazzo. Golenishtchev, à qui Karénine n'était pas inconnue, ne put se défendre de donner raison à cette femme jeune, vivante, pleine d'énergie. Il admit, ce qu'Anna ne comprenait guère elle-même, qu'elle pût être gaie et heureuse tout en ayant abandonné son mari, son fils et perdu sa bonne renommée. Ce palazzo est dans le guide, dit-il. Il y a là un magnifique Tintoret de sa dernière manière. Eh bien, faisons une chose, proposa Vronsky s'adressant à Anna. Retournons le voir, puisque aussi bien le temps est superbe. Très volontiers, je vais mettre mon chapeau. Vous dites qu'il fait chaud, dit-elle sur le pas de la porte en interrogeant Vronsky du regard. Et de nouveau, elle rougit. Vronsky comprit qu'Anna, ne sachant pas au juste sur quel pied il voulait être avec Golenishtchev, se demandait si elle avait bien eu avec cet inconnu le ton qu'il fallait. Il la regarda longuement, tendrement, et dit « Non, pas trop chaud. » Anna crut deviner qu'il était satisfait d'elle et lui répondant par un sourire, sortit de son pas vif et gracieux. Les deux amis se regardèrent avec un certain embarras. Golenishtchev comme un homme qui ne trouve pas de mots pour exprimer son admiration, Vronsky comme quelqu'un qui désire un compliment mais le redoute. « Ainsi tu t'es fixé ici » demanda Vronsky pour entamer une conversation quelconque. « Tu t'occupes toujours des mêmes études » ajouta-t-il, se rappelant soudain avoir entendu dire que Golenishtchev composait un ouvrage. « Oui, j'écris la seconde partie des 2 principes » répondit Golenishtchev, que cette question combla d'aise. Ou, pour être plus exact, je ne fais encore que mettre en ordre mes documents. Ce sera beaucoup plus vaste que la première partie. On ne veut pas comprendre chez nous que nous sommes les successeurs de Byzance. Et il se lança dans une longue dissertation. Vronsky fut confus de ne rien savoir de cet article dont l'auteur parlait comme d'une chose bien connue. Puis, à mesure que Golenishtchev développait ses idées, il y prit intérêt, bien qu'il remarquât avec peine l'agitation nerveuse qui s'emparait de son ami. En réfutant les arguments de ses adversaires, ses yeux s'animaient, son débit se précipitait, son visage prenait une expression irritée, tourmentée. Vronsky se rappela Golenishtchev au corps des pages. C'était alors un garçon chétif, vif, bon enfant et rempli de sentiments élevés, et toujours le premier de sa classe. Pourquoi était-il devenu si irritable ? Pourquoi surtout, lui, un homme du meilleur monde, se mettait-il sur la même ligne que des écrivailleurs de profession ? Pourquoi leur faisait-il l'honneur de s'emporter contre eux ? Vronsky se prenait presque de compassion pour cet infortuné. Il crut lire sur ce beau visage mobile les signes précurseurs de la folie. Golenishtchev, plein de son sujet, ne remarqua même pas l'entrée d'Anna. Quand celle-ci, en toilette de promenade et jouant avec son ombrelle, s'arrêta près des causeurs, Vronsky fut heureux de s'arracher au regard fixe et fébrile de son interlocuteur pour porter avec amour les yeux sur sa charmante amie, statue vivante de la joie de vivre. Golenishtchev eut quelque peine à reprendre possession de lui-même. Mais Anna, qui tous ces temps se sentait bien disposée envers tout le monde, sut vite le distraire par ses façons simples et enjouées. Elle le mit peu à peu sur le chapitre de la peinture dont il parla en connaisseur. Ils arrivèrent ainsi jusqu'au palazzo et le visitèrent. « Une chose m'enchante particulièrement dans notre nouvelle demeure, dit Anna à Golenishtchev, comme il rentrait, c'est qu'Alexis aura un bel atelier. Tu t'installeras dans cette pièce, n'est-ce pas ? » Elle tutoyait Vronsky en russe devant Golenishtchev, qu'elle considérait déjà comme devant faire partie de leur intimité dans la solitude où ils allaient vivre. « Est-ce que tu t'occupes de peinture ?» demanda celui-ci en se tournant avec vivacité vers Vronsky. « J'en ai beaucoup fait autrefois et je m'y suis un peu remis maintenant, » répondit Vronsky en rougissant. « Il a un véritable talent, » s'écria Anna radieuse. « Je ne suis pas bon juge, mais c'est l'opinion de connaisseurs sérieux. » Chapitre 8. Cette première période de délivrance morale et de retour à la santé fut pour Anna une époque de joie exubérante. L'idée du mal qu'elle avait causé ne parvenait pas à empoisonner son ivresse. Ses souvenirs étaient trop douloureux pour qu'elle y arrêtât sa pensée, et d'ailleurs ne devait-elle pas à l'infortune de son mari un bonheur assez grand pour effacer tout remords ?
Les événements qui avaient suivi sa maladie, la réconciliation puis la nouvelle rupture avec Alexis Alexandrovitch, la nouvelle du suicide manqué de Vronsky, son apparition inattendue, les préparatifs de divorce, les adieux à son fils, le départ de la maison conjugale, tout cela lui semblait un cauchemar dont son voyage à l'étranger, seul avec Vronsky, l'avait délivrée. Elle n'éprouvait plus envers son mari que la répulsion du bon nageur à l'égard du noyé qui s'accroche à lui et dont il se débarrasse pour ne point couler. Après tout, s'était-elle dit dès le premier moment de la rupture, et ce raisonnement était la seule chose dont elle voulut se souvenir, car il lui donnait un certain calme de conscience. Après tout, le tort que j'ai causé à cet homme était inévitable, mais du moins je ne profiterai pas de son malheur. Puisque je le fais souffrir, je souffrirai aussi. Je renonce à tout ce qui m'était le plus cher au monde, à mon fils, à ma réputation. Puisque j'ai péché, je ne veux ni bonheur ni divorce. J'accepte la honte et la douleur de la séparation. Anna était sincère en raisonnant de la sorte, mais jusqu'ici elle n'avait connu ni la douleur ni la honte qu'elle se croyait prête à subir comme une expiation. Vronsky et elle avaient trop de tact pour ne point éviter les rencontres, surtout celles des dames russes qui auraient pu les placer dans une situation fausse. Les quelques personnes avec lesquelles ils étaient entrés en relation avaient feint de comprendre leur position mieux qu'ils ne la comprenaient eux-mêmes. Quant à la séparation d'avec son fils, Anna n'en souffrait pas encore beaucoup. Passionnément attachée à sa petite fille, une enfant délicieuse, elle ne pensait que rarement à Serge. Grâce à sa guérison et au changement d'atmosphère, elle se reprenait à vivre avec une ardeur nouvelle et jouissait d'un bonheur vraiment insolent. Vronsky lui devenait plus cher de jour en jour. Sa présence était un enchantement continuel. Elle jugeait exquis tous les traits de son caractère. Elle trouvait un cachet de noblesse et de grandeur à chacune de ses paroles, de ses pensées, de ses actions. Son changement de costume lui-même la ravissait comme une gamine amoureuse. Elle s'efforçait en vain de lui trouver quelques défauts et, justement effrayée de cette admiration excessive, elle se gardait bien de la lui avouer, dans la crainte qu'en soulignant ainsi son propre néant, elle ne l'amenât à se détacher d'elle. En effet, l'idée de perdre son amour lui semblait intolérable. Cette terreur, du reste, n'était nullement justifiée par la conduite de Vronsky. Jamais il ne témoignait le moindre regret d'avoir sacrifié à sa passion une carrière où elle ne doutait point que l'attendît un brillant avenir. Jamais, non plus, il ne s'était montré aussi respectueux, aussi préoccupé de la crainte qu'Anna souffrit de sa position. Cet homme si absolu abdiquait sa volonté devant la sienne et ne cherchait qu'à prévenir ses moindres désirs. Comment n'aurait-elle pas senti le prix de cette abnégation ? Parfois, cependant, elle éprouvait une certaine lassitude à se trouver l'objet d'attentions aussi constantes. Quant à Vronsky, malgré la réalisation de ses plus chers désirs, il n'était pas pleinement heureux. Éternelle erreur de ceux qui croient trouver le bonheur dans l'accomplissement de tous leurs vœux, il ne possédait que quelques parcelles de cette immense félicité rêvée par lui. Les premiers temps qui suivirent sa démission, il savoura comme il sied le charme de la liberté conquise. Mais cet enchantement fut de courte durée et céda bientôt la place à l'ennui. Il chercha presque à son insu un nouveau but à ses désirs et prit des caprices passagers pour des aspirations sérieuses. Employer 16 heures de la journée à l'étranger, hors du cercle de devoirs sociaux qui remplissait sa vie à Pétersbourg, cela n'était certes pas une tâche aisée. Il ne fallait plus penser aux distractions qu'il avait pratiquées dans ses précédents voyages, un souper avec des amis ayant provoqué chez Anna un accès de désespoir plutôt intempestif. Leur situation ne lui permettait guère de nouer des relations avec la colonie russe ou la société indigène. Quant aux curiosités du pays, outre qu'il les connaissait déjà, il n'y attachait pas, en qualité de Russe et d'homme d'esprit, l'importance exagérée que les Anglais accordent à ces sortes de choses. Comme un animal affamé se précipite sur le premier objet qui lui tombe sous la dent, Vronsky se jetait donc inconsciemment sur tout ce qui pouvait lui servir de pâture, politique, peinture, livres nouveaux. Il avait, dans sa jeunesse, montré des dispositions pour la peinture et, ne sachant que faire de son argent, s'était composé une collection de gravures. Ce fut donc à l'idée de peindre qu'il s'arrêta afin de donner un aliment à son activité. Le goût ne lui manquait pas et il y joignait un don d'imitation qu'il confondait avec des facultés artistiques.
Il se croyait capable d'aborder tous les genres, peinture historique, religieuse, réaliste, mais ne soupçonnait point qu'on puisse uniquement obéir à l'inspiration sans se préoccuper le moins du monde des genres. Au lieu donc d'observer la vie réelle, il ne voyait celle-ci qu'à travers les incarnations de l'art. Il ne pouvait donc produire que des pastiches d'ailleurs agréables et facilement enlevés. Il prisait surtout les œuvres gracieuses et à effet de l'école française et commença dans ce goût un portrait d'Anna en costume italien. Tous ceux qui virent ce portrait en parurent aussi contents que l'auteur lui-même. Chapitre 9. Avec ses hauts plafonds à moulures, ses murs couverts de fresques, ses parquets de mosaïques, ses épais rideaux jaunes aux fenêtres, ses grands vases sur les cheminées et les consoles, ses portes sculptées, ses pièces obscures ornées de tableaux, le vieux palazzo, un peu délabré dans lequel ils vinrent s'établir, entretint Vronsky dans une agréable illusion. Il se crut moins un propriétaire russe, colonel en retraite, qu'un amateur d'art, s'occupant modestement de peinture après avoir sacrifié le monde et son ambition à l'amour d'une femme. Son nouveau rôle satisfit un certain temps Vronsky, d'autant plus que Golenishtchev le mit en relation avec quelques personnes intéressantes. Sous la direction d'un professeur italien, il entreprit des études d'après-nature et s'enflamma d'un si beau zèle pour le Moyen-Âge italien qu'il finit par porter un chapeau et un manteau à la mode de cette époque, ce qui, du reste, lui allait fort bien. Un matin que Golenishtchev entrait chez lui, « Eh bien, lui dit-il à brûle-pourpoint, nous ne savons même pas ce qui se passe autour de nous. Voyons, connais-tu un certain Mikhaïlov ?» Il lui tendit un journal russe qu'il venait de recevoir. On y menait grand bruit autour d'un artiste russe de ce nom établi dans cette même ville, où il venait de mettre la dernière main à une toile déjà célèbre et vendue avant d'être terminée. En termes sévères, l'auteur de l'article blâmait le gouvernement et l'Académie des beaux-arts de laisser sans secours ni encouragement un artiste de cette valeur. « Je le connais, répondit Golenishtchev, il ne manque pas de mérite, mais ses tendances sont radicalement fausses. Il envisage la figure du Christ et la peinture religieuse d'après les idées d'Ivanov, de Strauss, de Renan. » Quel est le sujet du tableau ? Demanda Anna. Le Christ devant Pilate. Mikhaïlov fait du Christ un juif conçu suivant les préceptes les plus absolus de la nouvelle école réaliste. Et comme c'était là un de ses dadas, Golenishtchev l'enfourcha aussitôt. Je ne comprends pas qu'il puisse se tromper si lourdement. Le type du Christ a été bien défini dans l'art par les maîtres anciens. S'ils éprouvent le besoin de représenter un sage ou un révolutionnaire, qu'ils prennent Socrate, Franklin, Charlotte Corday, tous ceux qu'ils voudront, mais pas le Christ. C'est le seul personnage auquel l'art ne devrait pas toucher et... Est-il vrai que ce Mikhaïlov soit dénué de ressources ? Demanda Vronsky, qui, en vrai mécène russe, croyait de son devoir de venir en aide à l'artiste sans se préoccuper de la valeur du tableau. J'en doute, car c'est un portraitiste de grand talent. Avez-vous vu son portrait de Madame Vassiltchikov ? Après tout, il peut se faire qu'il soit gêné, car j'ai entendu dire qu'il ne voulait plus peindre de portraits. Je disais donc que ne pourrait-on pas lui demander de faire celui d'Anna Arkadievna ? Pourquoi le mien ? Dit Anna. Après le tien, je n'en veux pas d'autre. Faisons plutôt celui d'Annie, c'est ainsi qu'elle nommait sa fille. La voici justement, ajouta-t-elle en montrant à travers la fenêtre la belle nourrice qui venait de descendre l'enfant au jardin et jetait un regard furtif du côté de Vronsky. Cette Italienne, dont Vronsky admirait la beauté et le type médiéval et dont il avait peint la tête, était le seul point noir dans la vie d'Anna. Craignant d'en être jalouse et n'osant se l'avouer, elle comblait cette femme et son fils de prévenance et d'attention. Vronsky regarda aussi par la fenêtre, puis, rencontrant les yeux d'Anna, il se tourna vers Golenishtchev. « Tu connais ce Mikhaïlov ? Je l'ai rencontré une fois ou deux. C'est un original sans aucune éducation, un de ces nouveaux sauvages, comme on en voit souvent maintenant, vous savez, ces libres penseurs qui versent d'emblée dans l'athéisme, le matérialisme, la négation de tout. Autrefois, continua Golenishtchev sans laisser Anna ni Vronsky placer un mot, le libre penseur était un homme élevé dans le respect de la religion, de la loi, de la morale, qui n'en arrivait là qu'après bien des luttes intérieures.
Mais nous possédons maintenant un nouveau type, les libres penseurs qui grandissent sans avoir jamais entendu parler des lois morales et religieuses, qui ignorent l'existence de certaines autorités et ne possèdent que le sentiment de la négation. Bref, des sauvages. Mikhaïlov est de cela. Fils, je crois, d'un majordome moscovite, il n'a reçu aucune éducation. Après avoir passé par l'école des beaux-arts et acquis une certaine réputation, il a voulu s'instruire, car il n'est pas sot. Pour cela, il a eu recours à ce qui lui semblait la ressource de toute science, j'entends les journaux et les revues. Autant jadis, si quelqu'un, disons un Français, voulait s'instruire, que faisait-il? Il étudiait les classiques, théologiens, dramaturges, historiens, philosophes. Vous voyez d'ici l'énorme besogne qui l'attendait. Mais chez nous, c'est bien plus simple. On se jette sur la littérature subversive et l'on s'assimile très rapidement un extrait de cette science-là. Il y a une vingtaine d'années, cette littérature portait encore des traces de la lutte contre les traditions séculaires et enseignait par là même l'existence de ces choses-là. Tandis que maintenant, on ne se donne même plus la peine de combattre le passé, on se contente de nier franchement. Tout n'est qu'évolution, sélection, lutte pour la vie. Dans mon article, depuis quelque temps, Anna échangeait des regards furtifs avec Vronsky. Elle devinait que celui-ci s'intéressait beaucoup moins au tour d'esprit de Mikhaïlov qu'au rôle de mécène qu'il comptait jouer auprès de lui. « Savez-vous ce qu'il faut faire » dit-elle, coupant court résolument au verbiage de Golenishtchev. « Allons voir votre peintre. » Golenishtchev y consentit volontiers et, l'atelier de l'artiste se trouvant dans un quartier éloigné, ils s'y firent conduire en voiture. Au bout d'une heure, ils arrivaient devant une maison neuve et laide. La femme du gardien les ayant prévenus que Mikhaïlov se trouvait pour le moment chez lui à 2 pas de là, ils lui envoyèrent leur carte avec prière d'être admis à voir son tableau. Chapitre 10. Mikhaïlov était, comme toujours, au travail quand on lui remit les cartes du comte Vronsky et de Golenishtchev. Après avoir passé la matinée à peindre dans son atelier, il s'était en rentrant pris de querelle avec sa femme qui n'avait pas su faire entendre raison à l'horlogeuse. Je t'ai dit 20 fois de ne pas discuter avec elle. Tu es une sotte achevée, mais tu l'es triplement quand tu te lances dans des explications italiennes, déclara-t-il par manière de conclusion. Mais aussi pourquoi ne règles-tu pas en temps voulu? Ce n'est pas ma faute à moi. Si j'avais de l'argent, laisse-moi tranquille. Au nom du ciel, cria Mikhaïlov, la voix pleine de larmes, et il se retira dans son cabinet de travail qu'une cloison séparait de la pièce commune, en ferma la porte à clé et se boucha les oreilles. Elle n'a pas le sens commun, se dit-il en prenant place à sa table, et il se remit au travail avec une ardeur toute particulière. Jamais il ne faisait de meilleure besogne que lorsque l'argent manquait et surtout lorsqu'il se querellait avec sa femme. Ah, que le diable m'emporte, bougonnait-il en dessinant. Il avait commencé l'esquisse d'un homme en proie à un accès de colère mais s'en montrait mécontent. Non, décidément, se dit-il, mon premier jet était meilleur. Où l'échouerai? Il rentra chez sa femme et, sans lui accorder un regard, demanda à l'aînée de ses filles où était le dessin qu'il leur avait donné. On le retrouva, mais tout sali, couvert de taches de bougie. Il l'emporta tel quel, le posa sur sa table et l'examina à distance en fermant à demi les yeux. Et brusquement, il sourit avec un grand geste de satisfaction. « C'est ça, s'écria-t-il, et sautant sur un crayon, il se mit à dessiner fiévreusement. Une des taches de bougie donnait au corps de l'homme en colère une attitude nouvelle. Tout en la notant, il se rappela les traits énergiques et le menton proéminent de son marchand de cigares. Il les prêta aussitôt à son personnage, et l'esquisse cessa d'être une chose vague, morte, pour devenir vivante, définitive. On pourrait bien y apporter quelques changements de détails, écarter davantage les jambes, modifier la position du bras gauche, rejeter les cheveux en arrière. Ces retouches accentueraient simplement la robustesse de la forme humaine que la tache de bougie lui avait fait concevoir. Il en rit de plaisir. Comme il achevait soigneusement son dessin, on lui apporta les 2 cartes. « J'y vais, répondit-il. Puis il passa chez sa femme. « Voyons, Sacha, ne sois plus fâché, lui dit-il avec un sourire tendre et timide. Nous avons eu tort tous les deux, j'arrangerai les choses. » Réconcilié avec sa femme, il endossa un paletot olive à col de velours, prit son chapeau et se rendit à l'atelier. L'esquisse était oubliée. Il ne songeait plus qu'à la visite de ces grands personnages russes venus en calèche pour voir son tableau. Ce tableau qu'en son fort intérieur il estimait unique en son genre.
Ce n'est pas qu'il le jugeât supérieur au Raphaël, mais l'impression qui s'en dégageait lui paraissait absolument nouvelle. Cependant, malgré cette conviction qui datait pour lui du jour où l'œuvre avait été commencée, il attachait une importance extrême au jugement du public, et l'attente de ce jugement l'émouvait jusqu'au fond de l'âme. La plus insignifiante remarque venant à l'appui de sa thèse le plongeait dans des transports de joie. Il attribuait à ses critiques une profondeur de vue qu'il ne possédait pas lui-même et s'attendait à leur voir découvrir dans son tableau des côtés qu'il n'y avait pas encore remarqués. Tout en avançant à grands pas, il fut frappé, malgré son émoi, par l'apparition d'Anna qui, debout dans la pénombre du portail, causait avec Golenischtchev et examinait de loin l'artiste. Celui-ci, sans même en avoir conscience, enfouit aussitôt cette impression dans quelque coin de son cerveau, d'où il l'exhumerait quelques jours comme le menton de son marchand de cigares. Les récits de Golenischtchev avaient mal disposé les visiteurs à l'égard du peintre, et son extérieur confirma encore leur prévention. Avec sa démarche agitée et sa grosse face vulgaire où l'arrogance le disputait à la timidité, ce gaillard trapu en chapeau marron, paletot olive et pantalon étroit démodé leur déplut souverainement. « Faites-moi l'honneur d'entrer, dit-il en se donnant un air indifférent, tandis qu'il ouvrait à ses visiteurs la porte de l'atelier. Chapitre 11. À peine entré, Mikhaïlov jeta un nouveau coup d'œil sur ses hôtes. La tête de Vronsky, aux pommettes légèrement saillantes, se grava instantanément dans son imagination, car le sens artistique de cet homme travaillait en dépit de son trouble et amassait sans cesse des matériaux. Ses observations fines et justes s'appuyaient sur d'imperceptibles indices. Celui-ci, Golenischtchev, était un Russe fixé en Italie. Mikhaïlov se rappelait non point son nom, ni l'endroit où il l'avait rencontré, ni les paroles qu'ils avaient échangées, mais tout simplement son visage, comme tous ceux d'ailleurs qu'il rencontrait. Et il se souvenait de l'avoir déjà classé dans l'immense catégorie des physionomies dénuées de caractère, malgré leur faux air d'originalité. Des cheveux longs et un front très découvert donnaient à cette tête une individualité purement apparente, tandis qu'un semblant d'expression, une agitation puérile se concentrait dans l'étroit espace qui séparait les deux yeux. Quant à Vronsky et Anna, Mikhaïlov vit aussitôt en eux des ruses de distinction qui, sans rien comprendre aux choses de l'art, jouaient, comme tous les Russes riches, à l'amateur et au connaisseur. Ils ont certainement parcouru tous les musées et, après avoir rendu visite à quelques charlatans d'Allemands, à quelques serins de pré-raphaélites anglais, ils daignent venir me voir pour compléter leur tournée. Mikhaïlov savait très bien qu'en visitant les ateliers des artistes contemporains, les dilettantes, à commencer par les plus intelligents d'entre eux, n'ont pour but que de proclamer en connaissance de cause la supériorité de l'art ancien sur l'art moderne. Il s'attendait à tout cela et le lisait dans l'indifférence avec laquelle ses visiteurs causaient entre eux en se promenant dans l'atelier et regardaient à loisir les bustes et les mannequins. Néanmoins, malgré cette prévention et l'intime conviction que les Russes riches et de haute naissance ne sauraient être que des imbéciles et des brutes, il retournait des études, levait les stores et dévoilait son tableau d'une main troublée, car il ne pouvait se dissimuler que Vronsky et surtout Anna lui plaisaient. « S'il vous plaît, dit-il en faisant de sa démarche dégingandée quelques pas en arrière et en désignant son tableau au spectateur. C'est le Christ devant Pilate. Matthieu, chapitre 27. Il sentit ses lèvres trembler d'émotion et recula pour se placer derrière ses hôtes. Pendant les quelques secondes de silence qui suivirent, Mikhaïlov regarda son tableau d'un œil indifférent, comme s'il eût été l'un d'entre eux. De ces trois personnes, que l'instant d'avant il méprisait, il attendait maintenant une sentence infaillible. Oubliant sa propre opinion, les mérites incontestables qu'il reconnaissait à son œuvre depuis 3 ans, il la voyait du regard froid et critique de ces étrangers et n'y trouvait plus rien de bon. Il considérait au premier plan le visage rechigné de Pilate et la face sereine du Christ, au second plan les soldats du proconsul et le visage de Jean à l'écoute. Chacune de ces figures avait été pour lui une source de tourments et de joie. Que d'études, que de retouches pour en approfondir le caractère particulier, pour les mettre en harmonie avec l'impression d'ensemble.
et toutes maintenant sans exception, aussi bien d'ailleurs que les nuances de ton, de coloris, lui semblaient banales, vulgaires, sans originalité aucune. Le visage du Christ lui-même, point central du tableau, naguère encore l'objet de son enthousiasme, lui paraissait une bonne copie, ou plutôt non une mauvaise, car voici qu'il y découvrait une masse de défauts. Des innombrables Christ du Titien, de Raphaël, de Rubens, pastiche aussi Pilate, pastiche également les soldats. Décidément, tout cela n'était que vieillerie, pauvreté, barbouillage et bric-à-brac. Combien les phrases poliment hypocrites qu'il allait entendre seraient méritées, combien ses visiteurs auraient raison de le plaindre et de se moquer de lui une fois sorti. Ce silence, qui ne dura guère qu'une minute, l'angoissa si fort que, pour dissimuler son trouble, il prit le parti d'adresser la parole à Golenishtchev. « Je crois avoir eu l'honneur de vous rencontrer, dit-il, cependant que ses regards inquiets erraient d'Anna à Vronsky et qu'il ne perdait rien du jeu de leur physionomie. Mais bien sûr, nous nous sommes rencontrés chez Rossi, le soir où cette demoiselle italienne, la nouvelle Rachel, a déclamé « Vous en souvient-il » répondit d'un ton léger Golenishtchev, en détournant les yeux du tableau sans le moindre regret apparent. Mais comme il vit que Mikhaïlov attendait une appréciation, il ajouta « Votre œuvre a beaucoup progressé depuis la dernière fois que je l'ai vue, et maintenant, comme alors, je suis très frappé de votre Pilate. » C'est bien le type du brave homme, fonctionnaire jusqu'au fond de l'âme, qui ignore absolument la portée de ses actes. Mais il me semble... Le visage mobile de Mikhaïlov s'illumina tout entier, ses yeux brillèrent. Il voulut répondre, mais l'émotion l'en empêcha, il feignit un accès de toux. Cette observation de détail juste, mais plutôt blessante, puisqu'elle négligeait le principal et de nulle valeur pour lui, puisqu'il tenait en mince estime l'instinct artistique de Golenishtchev, le remplissait de joie. Du coup, il se prit d'affection pour son critique et passa soudain de l'abattement à l'enthousiasme. Son tableau retrouva pour lui sa vie si complexe et si profonde. Il essaya de confirmer à Golenishtchev que c'était bien ainsi qu'il comprenait Pilate, mais de nouveau ses lèvres tremblantes l'empêchèrent de parler. De leur côté, Vronsky et Anna conversaient à voix basse, comme on le fait aux expositions de peinture, en partie pour ne pas risquer de froisser l'auteur, en partie pour ne pas laisser entendre une de ces remarques absurdes qui vous échappent si facilement lorsqu'on parle d'art. Mikhaïlov crut s'apercevoir que son tableau leur plaisait. Il se rapprocha d'eux. « Quelle admirable expression à ce Christ !» dit Anna sur un ton de sincérité. La figure du Sauveur l'attirait en effet plus que tout autre. Elle sentait que c'était là le morceau capital et qu'en le louant, on ferait plaisir à l'artiste. Elle ajouta « On sent qu'il a pitié de Pilate ». C'était encore une des 1000 remarques justes et banales qu'on pouvait faire. Les traits du Christ devaient exprimer la résignation devant la mort, le renoncement à toute parole vaine, la paix surnaturelle, le suprême amour, par conséquent aussi la pitié pour ses ennemis. Pilate devait forcément représenter la vie charnelle par opposition à Jésus, type de la vie spirituelle, et par conséquent avoir l'aspect d'un vulgaire fonctionnaire. Néanmoins, le visage de Mikhaïlov s'épanouit. Et comme c'est peint, quel air autour de cette figure, on en pourrait faire le tour, dit Golenishtchev, voulant sans doute montrer par cette observation qu'il n'approuvait pas le côté réaliste du Christ. Oui, il y a là un métier étonnant, dit Vronsky. Quel relief dans ces figures de second plan. Voilà ce que j'appelle de la technique, ajouta-t-il à l'intention de Golenishtchev, auquel il avait récemment avoué son impuissance à acquérir cette technique. Oui, oui, c'est étonnant, confirmèrent Anna et Golenishtchev. Mais l'observation de Vronsky piqua au vif Mikhaïlov, qui le regarda d'un air mécontent. Il ne comprenait pas bien le sens du mot technique, mais il avait souvent remarqué, même dans les éloges qu'on lui adressait, qu'on opposait l'habileté technique au mérite intrinsèque de l'œuvre, comme s'il eût été possible de peindre avec talent une mauvaise composition. Il n'ignorait pas qu'il fallait beaucoup de doigté pour dégager, sans nuire à l'impression générale, les voiles, les apparences qui cachent la véritable figure des objets. Mais selon lui, cela n'entrait pas dans le domaine de la technique. Qu'il soit donné à un enfant, à une cuisinière, de voir ce que lui voyait, il saurait faire prendre corps à leur vision, tandis que le praticien le plus faible ne saurait rien peindre mécaniquement sans avoir eu d'abord la vision très nette de son œuvre. D'autre part, il estimait que la technique, puisque technique il y avait, constituait précisément son point faible.
Dans tous ses ouvrages, certains défauts lui sautaient aux yeux, qui provenaient précisément du manque de prudence avec lequel il avait dégagé les objets des voiles qui les dissimulaient. La seule remarque que j'oserais faire, si vous me le permettez, dit Golenishtchev. Faites-la de grâce, répondit Mikhaïlov avec un sourire contraint. C'est que vous avez peint l'homme-dieu et non le Dieu fait homme. Du reste, je sais que telle était votre intention. Je ne puis peindre le Christ que tel que je le comprends, dit Mikhaïlov sur un ton sombre. Dans ce cas, excusez un point de vue qui m'est particulier. Votre tableau est si remarquable que mon observation ne saurait lui faire du tort. Au reste, votre sujet est spécial. Mais prenons par exemple Ivanov. Pourquoi a-t-il ramené le Christ aux proportions d'une figure historique ? Mieux eût valu choisir un thème nouveau, moins rebattu. Mais si ce thème-là est le plus grand de tous, en cherchant, on en trouverait d'autres. L'art, selon moi, ne souffre pas la discussion. Or, devant le tableau d'Ivanov, tout le monde, croyant ou incrédule, se pose cette question. Est-ce, oui ou non, un dieu ? Et l'unité d'impression se trouve ainsi détruite. Pourquoi cela ? Il me semble que pour les gens éclairés, le doute n'est plus possible. Golenishtchev n'était pas de son avis, et, fort de son idée, il battit le peintre dans une discussion où celui-ci ne sut pas se défendre. Chapitre 12. Depuis longtemps, Anna et Vronsky, agacés par le verbiage savant de leur ami, échangeaient des regards d'ennui. Ils prirent enfin le parti de continuer seuls la visite de l'atelier et s'arrêtèrent devant un petit tableau. « Quel bijou! C'est charmant, c'est délicieux !» s'écrièrent-ils d'une même voix. « Qu'est-ce qui leur plaît tant ?» pensa Mikhaïlov durant des mois. Ce tableau l'avait absorbé tout entier, le jetant nuit et jour dans des alternatives de désespoir et d'enthousiasme. Mais depuis 3 ans qu'il l'avait terminé, il n'y songeait plus guère et ne tenait pas à le voir. Un même sort attendait d'ailleurs toutes ses toiles et il n'avait exposé celle-ci qu'à la demande d'un Anglais qui désirait s'en rendre acquéreur. « Ce n'est rien une ancienne étude, dit-il. »« Mais c'est ravissant, reprit Golenishtchev qui semblait conquis par le charme du tableau. 2 jeunes garçons pêchaient à l'ombre d'un buisson de saule. L'aîné venait de jeter sa ligne à l'eau et dégageait la flotte prise dans une souche. On le sentait absorbé par cette grave affaire. L'autre, couché dans l'herbe, appuyait sur son bras sa tête blonde ébouriffée en regardant l'eau de ses yeux bleus pensifs. À quoi songeait-il ? L'enthousiasme soulevé par cette étude ramena un peu Mikhaïlov à sa première émotion. Mais comme il redoutait les vaines réminiscences du passé, il passa outre à ses éloges flatteurs et voulut conduire ses hôtes vers un 3e tableau. Vronsky lui ayant demandé si l'étude était à vendre, cette question d'argent lui parut inopportune et il répondit en fronçant les sourcils « Elle est exposée pour la vente ». Les visiteurs partis, Mikhaïlov s'assit devant son tableau du Christ et de Pilate et repassa dans son esprit tout ce qui avait été dit et sous-entendu par eux. Chose étrange, les observations qui lui semblaient avoir tant de poids en leur présence, et quand lui-même se mettait à leur point de vue, perdaient maintenant toute signification. En considérant son œuvre avec son regard d'artiste, il rentra dans la pleine conviction de sa haute valeur et revint par conséquent à la disposition d'esprit qui lui était nécessaire pour continuer son travail. La jambe du Christ en raccourci n'était pourtant pas au point. Il saisit sa palette et, tout en corrigeant cette jambe, regarda sur l'arrière-plan le personnage de Jean, qu'il considérait comme le dernier mot de la perfection et que les visiteurs n'avaient même pas remarqué. Il essaya d'y toucher aussi, mais pour bien travailler, il devait être moins ému et trouver un juste milieu entre la froideur et l'exaltation. Pour le moment, l'agitation l'emportait. Il voulut couvrir son tableau, s'arrêta, soulevant la draperie d'une main et sourit avec extase à son Saint Jean. Enfin, s'arrachant à grand-peine à sa contemplation, il laissa retomber le rideau et retourna chez lui, fatigué, mais heureux. En rentrant au palazzo, Vronsky, Anna et Golenishtchev devisèrent avec animation de Mikhaïlov et de ses tableaux. Le mot « talent » revenait souvent dans leurs phrases. Ils entendaient par là non seulement un don inné, presque physique, indépendant de l'esprit et du cœur, mais quelque chose de plus étendu, dont le sens vrai leur échappait complètement.
Sans donc lui refuser ce don, il trouvait que son manque d'éducation ne lui avait pas permis de le développer, défaut commun à tous nos artistes russes. Mais il ne pouvait oublier les petits pêcheurs à la ligne. Quelle jolie chose dans sa simplicité, dit Vronsky, et dire qu'il n'en comprend pas la valeur. Ne laissons pas échapper l'occasion. Chapitre 13. Vronsky acheta le petit tableau et décida même Mikhaïlov à faire le portrait d'Anna. L'artiste vint au jour indiqué et commença une esquisse qui, dès la 5e séance, frappa tout le monde et en particulier Vronsky par sa ressemblance et par un sentiment très fin de la beauté du modèle. Il faut aimer Anna comme je l'aime, se dit Vronsky, pour découvrir sous cette toile le charme immatériel qui la rend si séduisante. En réalité, c'était le portrait qui lui révélait cette note exquise. Mais elle était rendue avec tant de justesse que d'autres avec lui s'imaginèrent la connaître de longue date. Je lutte depuis si longtemps sans parvenir à rien, disait Vronsky en parlant de son portrait d'Anna, tandis qu'il n'a eu qu'à la regarder pour la bien rendre. Voilà ce que j'appelle avoir de la technique. Cela viendra, disait Golenishtchev pour le consoler, car à ses yeux Vronsky avait du talent et son éducation devait lui permettre une haute conception de l'art. Au reste, ce jugement favorable s'appuyait surtout sur le besoin qu'il avait des éloges et de la sympathie de Vronsky pour ses propres travaux. C'était un échange de bons procédés. Hors de son atelier, Mikhaïlov paraissait un autre homme. Au palazzo surtout, il se montra respectueux avec affectation et évita toute intimité avec des gens qu'au fond il n'estimait pas. Il appelait Vronsky « Votre Excellence » et malgré les invitations réitérées, n'accepta jamais à dîner. On ne le voyait qu'aux heures des séances. Anna lui voua, à cause de son portrait, une grande reconnaissance et lui témoigna plus d'affabilité qu'à bien d'autres. Vronsky le traita avec beaucoup d'égards et parut prendre un vif intérêt à sa manière de peindre. Golenishtchev ne négligea aucune occasion de lui inculquer des idées saines sur l'art. Peine perdue. Mihailov demeurait sur une froide réserve. Anna sentait cependant qu'il posait volontiers ses regards sur elle, tout en évitant de lui adresser la parole. Aux efforts de Vronsky pour le faire parler de sa peinture, il opposa un silence obstiné et ne s'en départit pas davantage lorsqu'on soumit à son approbation le tableau de Vronsky. Quant aux discours de Golenishtchev, il les écoutait avec ennui et ne daignait point les contredire. Cette sourde hostilité produisit sur tous trois une pénible impression et ils éprouvèrent un véritable soulagement lorsque, les séances de pause terminées, Mikhaïlov cessa de venir au palazzo, laissant en souvenir de lui un admirable portrait. Golenishtchev exprima le premier l'idée que le peintre enviait Vronsky. Envie, c'est sans doute trop dire, car il a du talent. En tout cas, il ne peut pas digérer qu'un homme de qualité, riche, compte par-dessus le marché, toute chose que ces gens-là détestent, arrive sans se donner grand-peine à faire aussi bien, sinon mieux que lui, qui a consacré toute sa vie à la peinture. Et puis, n'est-ce pas, il y a la question d'éducation. Vronsky, tout en prenant la défense du peintre, donnait au fond raison à son ami. Dans sa conviction intime, il estimait qu'un homme d'une situation inférieure devait fatalement céder à l'envie. Les deux portraits d'Anna auraient dû l'éclairer et lui montrer la différence qui existait entre Mikhaïlov et lui. Il n'en fut rien. Il renonça pourtant au sien, mais tout simplement parce qu'il le trouva superflu et pour s'adonner à loisir à son tableau moyenâgeux, dont il était aussi satisfait que Golenishtchev et Anna. Cette toile, en effet, leur rappelait, beaucoup plus que tous les travaux de Mikhaïlov, les chefs-d'œuvre d'autrefois. De son côté, Mikhaïlov, malgré l'attrait que le portrait d'Anna avait eu pour lui, fut heureux d'être délivré du verbiage de Golenishtchev et des œuvres de Vronsky. On ne pouvait certes pas empêcher celui-ci de se divertir comme bon lui semblait, mais l'artiste souffrait de ce passe-temps d'amateur. Nul ne peut défendre à un homme de se pétrir une poupée de cire et de l'embrasser, mais qu'il n'aille pas la caresser devant un amoureux, il le blesserait à mort. La peinture de Vronsky produisait sur Mikhaïlov un effet analogue. Il la trouvait ridicule, insuffisante, pitoyable. L'engouement de Vronsky pour la peinture et le Moyen-Âge fut du reste de courte durée. Il eut assez d'instinct artistique pour ne pas achever son tableau, pour reconnaître que les défauts, peu apparents au début, devenaient criants à mesure qu'il avançait. Il était dans le cas de Golenishtchev qui, tout en sentant le vide de son esprit, s'imaginait mûrir ses idées et assembler des matériaux.
Mais alors que celui-ci s'irritait, Vronsky restait parfaitement calme. Incapable de se duper lui-même et encore moins de s'aigrir, il abandonna simplement la peinture avec sa décision de caractère habituelle, sans chercher la moindre justification à son échec. Mais la vie sans occupation lui devint vite intolérable dans cette petite ville. Anna, surprise de son désenchantement, pensa bientôt comme lui. Le palazzo leur parut soudain vieux et sale. Les taches des rideaux, les fentes dans les mosaïques, les écaillures des corniches prirent un aspect sordide. L'éternel Golenishtchev, le professeur italien et le voyageur allemand devinrent tous intolérablement ennuyeux. Ils sentirent l'impérieux besoin de changer d'existence et décidèrent de rentrer en Russie. Vronsky voulait s'arrêter quelque temps à Pétersbourg pour y conclure un acte de partage avec son frère et Anna pour y voir son fils. Il passerait l'été dans le superbe domaine patrimonial de Vronsky. Chapitre 14. Lévin était marié depuis près de 3 mois. Il était heureux, mais autrement qu'il ne l'avait pensé. Vous savez quoi? Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à la fin du chapitre 13, puisqu'on change de personnage. Même si cette lecture est un peu plus courte. Néanmoins, je vais ajouter des poèmes. Mario Benedetti encore, parce que ce matin, j'ai ouvert au hasard, je suis tombée sur 2 poèmes que je n'ai pas lus réellement. Je les ai juste un petit peu parcourus et je vais les partager avec vous. Sémantique pratique. On sait que l'âme en tant que principe de vie est une conception religieuse et idéaliste caduque, mais qu'en revanche elle est valable dans sa seconde acception, à savoir le creux du canon d'une arme à feu. Il faut cependant reconnaître que le langage populaire n'est pas tout à fait à jour et que lorsque le même étudiant qui a lu dans Konstantinov que l'idée de l'âme est magnifique et simple, embrasse les lèvres simples et magnifiques de sa petite amie qui ne connaît pas la seconde acception et que malgré cela il lui dit « je t'aime de toute mon âme », il est évident qu'il n'essaie pas de suggérer qu'il l'aime de tout le creux de son canon. C'est drôle. Tactique et stratégie. Ma tactique est de te regarder, apprendre comme tu es, t'aimer comme tu es. Ma tactique est de te parler et t'écouter, construire avec des mots un pont indestructible. Ma tactique est de rester dans ta mémoire, je ne sais pas comment, ni ne sais sous quel prétexte, mais rester en toi. Ma tactique est d'être franc et savoir que tu es franche et que nous ne nous payons pas de simulacre, de sorte qu'entre nous, il n'y ait ni rideau, ni fossé. Ma stratégie est, en revanche, plus profonde et plus simple. Ma stratégie est qu'un jour, je ne sais pas comment, ni ne sais sous quel prétexte, tu aies enfin besoin de moi. Vice versa. J'ai peur de te voir, besoin de te voir, l'espoir de te voir, l'anxiété de te voir. J'ai hâte de te trouver, le souci de te trouver, la certitude de te trouver, de pauvres doutes de te trouver. J'ai l'urgence de t'entendre, la joie de t'entendre, la chance de t'entendre, la crainte de t'entendre. En d'autres termes, je suis foutu et radieux, peut-être plus le premier que le second, et aussi vice versa. Beaucoup plus grave. Dans chaque parcelle de ma vie, il y a quelque chose de toi. Et en vérité, ce n'est vraiment pas extraordinaire. Tu le sais aussi objectivement que moi. Cependant, il y a quelque chose que je voudrais clarifier pour toi. Quand je dis chaque parcelle, je ne parle pas seulement du moment présent, où je t'attends et où, alléluia, je te trouve, et où, bordel, je te perds, et où je te trouve à nouveau, et j'espère que c'est tout. Je ne parle pas seulement du fait que tu dises tout à coup
je vais pleurer. Et moi, avec une boule discrète dans la gorge, eh bien pleure. Et qu'une belle averse invisible nous protège, et c'est peut-être pour ça que le soleil apparaît tout de suite. Je ne parle pas non plus seulement du fait que jour après jour augmente le stock de nos petites et décisives complicités, ni du fait que je puisse, ou pense pouvoir, transformer mes échecs en victoires, ou que tu me fasses le doux présent de ton désespoir le plus récent. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Quand je dis chaque parcelle, je veux dire qu'en plus de ce doux cataclysme, tu réécris aussi mon enfance. Cet âge où l'on dit des choses adultes et solennelles, et les adultes solennels les célèbrent. Et toi, par contre, tu sais que ça ne sert à rien. Je veux dire que tu réarmes mon adolescence, cette époque où j'étais un vieillard plein de doutes. Et toi, par contre, tu sais extraire de cette lande en friche la graine de ma joie et l'arroser tout en la regardant. Je veux dire que tu secoues ma jeunesse, cette jarre que personne n'a jamais prise dans ses mains, cette ombre que personne n'a jamais approchée de son ombre, et toi par contre, tu sais l'agiter, jusqu'à ce que les feuilles sèches commencent à tomber, et que la charpente de ma vérité demeure sans prouesse. Je veux dire que tu embrasses ma maturité, ce mélange de stupeur et d'expérience, cet étrange horizon d'angoisse et de neige, cette bougie qui illumine la mort, ce précipice de la vie misérable. Comme tu vois, c'est plus grave. Beaucoup plus grave. Parce qu'avec ces mots-là, ou avec d'autres mots, je veux dire que tu n'es pas seulement la jeune fille bien-aimée que tu es, mais aussi les femmes, splendides ou prudentes, que j'ai aimées ou que j'aime. Parce que grâce à toi, j'ai découvert, tu me diras qu'il était temps, et tu auras raison, que l'amour est une baie magnifique et généreuse qui s'illumine et s'assombrit au gré de la vie. Une baie où les bateaux arrivent et s'en vont, arrivent avec des oiseaux et des présages, et s'en vont avec des sirènes et des nuages d'orage. Une baie magnifique et généreuse où les bateaux arrivent et s'en vont. Mais toi, s'il te plaît, ne t'en vas pas. Il est magnifique ce poème. Lovers go home. Maintenant que j'ai commencé la journée, en revenant dans ton regard, que tu m'as trouvé passable et que je t'ai trouvé plus jolie, maintenant que nous savons enfin avec clarté là où tu es et là où je suis, je sais pour la première fois que j'aurai assez de force pour construire avec toi une amitié si limpide que depuis le territoire voisin et si désespéré de l'amour, on commencera à nous regarder avec envie et on finira par organiser des excursions pour venir nous demander comment nous avons fait. Et ce sera parfait comme dernier poème aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai rien à ajouter. Faites bien attention à vous et à bientôt. Merci beaucoup.